Limitation diplomatique autour d'une délégation européenne. Elle a été priée de quitter Benghazi par le gouvernement parallèle de l'Est libyen. Un geste fort dans un contexte de rivalité croissante sur la gestion de la question migratoire. France, de nouvelles accusations contre l'abbé Pierre, figure emblématique de la solidarité. L'abbé fait désormais l'objet de 45 témoignages d'agression sexuelle, dont 12 révélés ce 9 juillet. Emmaüs et l'Église annoncent la création de fonds d'indemnisation disponibles dès septembre. Bonsoir à tous et bienvenue. Le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner, accompagné des ministres italiens et maltais de l'Intérieur ainsi que du ministre grec des Migrations, sont sommés de repartir de Libye. À leur arrivée à Benghazi, ils ont été déclarés persona non grata et interdits de fouler le sol d'où est basé le gouvernement de l'Est libyen. Ils venaient d'atterrir à l'aéroport de Benina et selon les autorités de l'Est du pays, ils auraient enfreint les lois libyennes. C'est Mohamed Hamad, le premier ministre du gouvernement parallèle désigné par le Parlement, qui a exigé des responsables européens de quitter le territoire libyen dès leur arrivée de Tripoli à Benghazi ce mardi 8 juillet. Dans un communiqué, le premier ministre accuse ses responsables de violations flagrantes des normes diplomatiques et des conventions internationales, ainsi que des manques de respect de la souveraineté nationale. On reproche aux ministres grecs, italiens et maltais, ainsi qu'aux commissaires européens de n'avoir pas respecté les mesures nécessaires pour le déplacement des diplomates étrangers. Plus tôt dans la journée de ce mardi, les Européens se sont réunis avec le Premier ministre Deiba à Tripoli en présence de son ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre a alors annoncé vouloir déployer une vaste campagne nationale avec le soutien de plusieurs pays amis pour lutter contre la traite des êtres humains. Du côté européen, c'est le ministre grec chargé des migrations qui est le premier à s'être exprimé sur cet incident diplomatique. Selon sa version des faits, en se rendant à Benghazi, la délégation européenne avait juste prévu de rencontrer le maréchal Haftar, mais ce dernier exigeait qu'elle rencontre également le premier ministre du gouvernement parallèle basé dans la ville. Face au refus des Européens, la délégation a été priée de faire demi-tour. Selon le porte-parole du gouvernement grec, ce refus est un événement sans précédent. Il parle d'expulsion qui révèle les intentions de Khalifa Haftar. C'est sa réponse aux pressions européennes pour stopper les migrants, a-t-il précisé. Du côté des autorités de l'Est libyen, on donne une autre explication. Mohamed Hamad accuse ses responsables européens de violations flagrantes des normes diplomatiques et des conventions internationales, ainsi que des manques de respect de la souveraineté nationale. Deiba a mis l'accent sur la nécessité d'un soutien politique à la Libye de la part de l'Union européenne et des pays concernés par le flux migratoire. Donald Trump a réuni ce mercredi 9 juillet à la Maison-Blanche les présidents libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais pour un mini-sommet destiné notamment pour les États-Unis à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie. Autour de la table, le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo, le Gabonais Brice Oligui Nguema, le Libérien Joseph Boakai et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Officiellement, les 5 présidents africains avaient été invités à la Maison-Blanche pour discuter commerce, investissement et sécurité. Mais au moment d'ouvrir ce déjeuner de travail, Donald Trump a donné la couleur d'emblée sur la raison principale de ces invitations, qualifiant devant la presse les 5 pays d'endroits dynamiques avec des terres de très grande valeur, de super minerais, des grandes réserves de pétrole et des gens merveilleux. Il y a un grand potentiel économique en Afrique comme peu d'autres endroits. À bien des égards, a-t-il déclaré, disant vouloir accroître l'implication des États-Unis sur le continent. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain prône une diplomatie basée sur des principes transactionnels et a mis la question des minerais au centre des négociations avec de nombreux États étrangers, comme avec l'Ukraine ou dans le cadre de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Les 5 présidents africains invités sont ainsi à la tête de pays riches en minerais, notamment au nord ou en terres rares, des composants critiques pour l'économie mondiale, particulièrement les appareils électroniques ou véhicules électriques.
Lors d'un tour de table préliminaire, les dirigeants ont pour beaucoup vanté à la fois leurs pays respectifs et Donald Trump. Premier à s'exprimer, Mohamed Ould Ghazouani a ainsi souligné qu'il était avant tout un pacifiste œuvrant pour la paix, notamment au Moyen-Orient, avant de rappeler que son pays a de nombreuses opportunités à offrir. Nous avons des minerais, des terres rares, des minerais rares. Nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium. Et nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d'autres minerais, a déclaré le président mauritanien. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a, lui, tenu à rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique de son pays et sur son environnement réglementaire favorable, avant de souligner ses riches ressources en pétrole et gaz naturel. Encensant les qualités de golfeur du président américain, il lui a aussi suggéré d'investir dans la création d'un club au Sénégal. Le Gabon est un pays riche, a déclaré de son côté le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avant d'ajouter « Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité de matériaux bruts, des réserves de pétrole et de gaz, et nous voudrions que ces ressources soient exploitées. » Selon l'Institut géologique américain, le Gabon était en 2023 le deuxième plus gros producteur mondial du manganèse, un minerai essentiel pour la fabrication de batteries derrière l'Afrique du Sud. En avril dernier, un rapport de l'ONG-DESC a affirmé que les riches ressources minières de l'ancienne province du Katanga font l'objet d'une explosion désordonnée, des pillages systématiques et ils accusent le clan du président Félix Tshisekedi de prédation familiale. Ils citent des exploitations minières aux mains d'une dizaine de membres de la famille du président, dont son frère, sa mère et sa femme. Parmi eux, 9 ont la nationalité belge. Le dernier rebondissement en date dans cette affaire est une plainte formellement déposée auprès de la justice belge ce mardi 8 juillet. En avril dernier, l'ONG-DESC, la plateforme des organisations de la société civile pour la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo, a publié un rapport intitulé « Vision du chef de l'État dans les mines entre envahissement des sites miniers, des entreprises privées, exploitation minière illégale légalisée, il n'y a qu'un pas ». À la suite des révélations contenues dans le dossier, une plainte de 80 pages a été déposée auprès du procureur du parquet fédéral à Bruxelles ce mardi 8 juillet. Ce document s'intitule « Dénonciation de faits » et 9 membres du clan du président Félix Tshisekedi sont accusés de piller les ressources minières du Katanga à leur profit. L'activiste Jean-Pierre Mouteba est porte-parole des associations qui luttent contre la corruption, l'exploitation illégale des mines, les détournements et le blanchiment d'argent. Pour lui, les nombreux rapports au Congo n'ont pas eu l'effet escompté, d'où cette plainte en justice contre ces 9 personnes qui ont toute la nationalité belge. Corruption, blanchiment, détournement et infraction pénale financière figurent dans la plainte déposée en Belgique au nom d'un collectif d'avocats katangais par Maître Bernal Mengen. Il se refuse à confirmer les noms de 9 membres de la famille du président congolais qui sont visés car il veut laisser la justice suivre son cours dans l'espoir que des mandats d'arrêt puissent être décernés. Un an après les premières révélations, l'abbé Pierre est visé par 12 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont 7 concernent des personnes mineures au moment des faits, selon un rapport publié ce mercredi 9 juillet et réalisé par le cabinet spécialisé EGAI. L'affaire Abbé Pierre a été relancée ce mardi après 12 nouvelles accusations de violences sexuelles visant celui qui fut longtemps la figure iconique de la défense des personnes démunies en France. Le mouvement Emmaüs, fondé par le prêtre catholique en 1949 et la Conférence des évêques de France, ont décidé conjointement la mise en place d'un dispositif de réparation financière à destination des victimes de l'ecclésiastique, indique Emmaüs dans un communiqué publié avec ce rapport. Ce dernier porte à 45 le nombre des témoignages visant le prêtre décédé en 2007. Parmi les témoignages anonymisés, le rapport cite ceux de 2 sœurs dont l'une a fait état d'une masturbation de l'abbé Pierre sur son sexe alors qu'elle venait d'avoir 11 ans au milieu des années 1970. Sa sœur lui a confié avoir subi une fellation forcée à ses 15 ans, ce qui relève du viol. Une autre victime a décrit dans un mail
au moins 3 faits de violences sexuelles lorsqu'elle avait 10 ans dans les années 1990 selon le compte rendu d'activité de la ligne d'écoute dédiée aux victimes de l'abbé Pierre entre janvier 2025 et juillet 2025. Une autre encore âgée de 17 ans à l'époque a subi un contact entre les cuisses sous sa jupe alors qu'elle voyageait en train dans le wagon de l'abbé Pierre en 1953. À son arrivée, les sœurs qui l'ont accueillie lui ont dit qu'elle avait tout imaginé, rapporte le cabinet. Le dispositif de réparation financière pour sa part sera porté par la commission Reconnaissance et Réparation, une instance mise en place par la CEF après les révélations en 2021 sur la pédocriminalité dans l'Église depuis les années 1950, précise le communiqué. Ce dispositif opérationnel à compter de décembre 2025 sera entièrement financé par les fonds propres du mouvement Emmaüs et ceux de la CEF. Le principe de celui de responsabilité partagée car à partir de 1954, l'abbé Pierre devient une figure publique associée à la fois à son sacerdoce et à son rôle dans la fondation d'Emmaüs, ajoute le communiqué. L'autre instance mise en place par l'Église s'est-elle engagée à prendre en charge la réparation pour 3 victimes de l'abbé Pierre qui l'ont déjà contacté, assure Emmaüs. La CRR et l'INIR recueillent les témoignages des victimes et proposent une réparation financière pouvant aller jusqu'à 60 000 €. Les recherches continuent dans le centre du Texas après les inondations historiques survenues le week-end dernier qui ont fait plus de 100 morts. Près de 160 personnes sont toujours disparues selon le gouverneur qui a averti que le chiffre pourrait augmenter. Presque une semaine après, les habitants sont toujours désemparés devant la catastrophe. Le long du fleuve, d'immenses arbres déracinés, une benne à ordures pliée en 2. Le cours d'eau est monté de 8 mètres en moins d'une heure, de quoi détruire certains appartements sur la rive. Il y avait 2 appartements ici et maintenant ils sont là-bas à environ 6 mètres en avant et 3 mètres sur le côté par rapport à là où ils étaient, décrit Mabel Herman qui habite quelques mètres plus loin. Heureusement, dit-il, il n'était pas chez lui ce soir-là. Je suis béni car j'ai seulement perdu des objets. On peut dire au revoir aux choses, mais je ne peux pas imaginer comment c'est pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, déplore-t-il. Ces résidences ont été évacuées pendant les inondations, mais quelques mètres plus loin, Christina Hernandez fouille dans l'appartement d'une amie dont elle est sans nouvelles. Elle trouve une photo et la poste sur Facebook pour voir si quelqu'un sait où elle est. J'espère qu'elle pourra me recontacter et qu'elle va bien, mais j'espère qu'elle sait que je la cherche pour être sûr qu'elle va bien ou qu'elle est toujours vivante. Tout ce qu'on peut faire est de prier pour la communauté et c'est tout, assure-t-elle. Sur le bord de la route, des passants ont déposé des objets trouvés emportés par l'inondation afin que les propriétaires viennent les chercher. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.